Allez, on va commencer. Donc, on a Eddy qui est là notamment, je vois. Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Julien Bourdon, donc conseiller industrie à la CCI Ariège. Aujourd'hui, nous allons intervenir dans le cadre du programme régional Industrie du futur, porté par la région Occitanie et cofinancé par l'État. Le réseau des CCI d'Occitanie, avec le partenariat de l'agence ADOC, vous propose un webinaire sur la thématique du rebond grâce à l'industrie du futur. Vous est proposé aujourd'hui une sensibilisation aux enjeux et outils de l'industrie du futur sur le thème « Le rôle du dirigeant dans la transformation de l'entreprise vers l'industrie du futur, de la stratégie à l'action ». Ce thème sera illustré du retour d'expérience de l'entreprise CMA Industrie située à Tarascon-sur-Ariège. Cette entreprise est reconnue pour la fabrication de pièces et sous-ensembles métalliques pour le secteur aéronautique. Son programme de transformation défini et initié dans le cadre du programme régional Industrie du futur avec le support de OPO Socodit a notamment permis à l'entreprise d'être lauréate en novembre 2020 de l'appel à projet de modernisation des entreprises du secteur aéronautique du plan de relance de l'État. Alors, pour partager ce retour d'expérience, nous entendrons les témoignages de Jean-Patrice Gasque, consultant en ingénierie industrielle à Socodit, qui est un opérateur référencé par la région dans le cadre du dispositif Industrie du futur. Il fera une présentation de la démarche d'accompagnement de CMA Industrie. Lucette Lagoutte interviendra également. Elle est directrice générale de CMA Industrie. Elle présentera l'état des lieux et les enjeux, la méthodologie, les actions mises en œuvre dans le cadre du programme de transformation de l'entreprise. Ensuite, la parole sera donnée à Stéphane Blanchard, coordonnateur Industrie du futur au sein d'ADOC. Il présentera le parcours régional Industrie du futur. Enfin, un temps sera consacré aux échanges. Les intervenants pourront répondre à vos éventuelles questions que vous pourrez renseigner au fil de l'eau dans l'onglet « Converser » qui se trouve en bas de votre écran. Pour les questions auxquelles nous ne serions pas en mesure de répondre, nous nous attacherons de vous apporter une réponse personnalisée par mail suite au webinaire. Ce webinaire va durer une petite heure, il est enregistré et sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de la CCI Occitanie, tout comme les autres webinaires qui ont pu être réalisés à date sur le sujet de l'industrie du futur. Alors, sachez que le programme régional Industrie du futur comprend également une action de référencement et de valorisation des offreurs de solutions Industrie du futur, notamment au travers du développement du club des offreurs de solutions d'Occitanie que vous retrouvez sur la plateforme CCI Business. Je donne enfin la parole à Jean-Patrice Gasque et Lucette Lagoutte qui vont procéder au retour d'expérience de l'entreprise CMA Industrie. Merci Julien. Donc on va attaquer de suite la présentation donc sur la thématique le rôle du dirigeant dans la transformation de l'entreprise vers l'industrie du futur, de la stratégie à l'action. Et je vais de suite donner la parole à Lucette qui va vous présenter l'entreprise en quelques slides. Donc, bonjour à tous et à toutes et merci d'assister à ce webinaire. Donc, CM Industrie a été créé en 1968 et nous sommes basés à Tarascon-sur-Ariège. Notre marché est essentiellement porté par le secteur aéronautique. L'hélicoptère représente presque 60%. Nous avons commencé une diversification hors aéro il y a environ 4 ans qui représente aujourd'hui 3% de notre chiffre d'affaires. Notre entreprise est capable de produire de la pièce simple à des sous-ensembles complexes, comme le siège d'hélicoptère, c'est le siège du Super Puma. Nous sommes en autonomie complète pour produire ce siège grâce à la maîtrise de nos 15 métiers et de nos 16 procédés spéciaux. Notre production est organisée en pôles de compétences, comme vous pouvez le voir. Ces pôles ont été développés et modernisés au fil du temps. Merci Lucette pour cette présentation rapide. Alors, CMA Industrie a engagé une transformation depuis 2013. Et cette transformation a subi 3 étapes essentielles. La première qui a été un amorçage, qu'on appelait l'amorçage,
où on a commencé à avoir l'entreprise a commencé à avoir une réflexion stratégique sur du moyen long terme. À cette époque-là, il y a les premiers programmes Aérolink puis Performance industrielle qui ont été lancés, sur lesquels CMA a participé. Ensuite, fin 2017, l'entreprise a décidé d'écrire son projet de transformation un peu plus mature en créant un projet qu'elle a appelé T-Actif, qui était essentiellement basé sur le management transversal, l'amélioration du management transversal, la transformation industrielle et l'excellence opérationnelle. Et puis, fin 2020, sortie de Covid, même si on a eu un confinement en 2021, elle a commencé à réfléchir à faire évoluer son projet en l'appelant le projet T-Actif 4.0 et en essayant de lui donner un nouveau souffle pour les 3 prochaines années. Donc, on va maintenant essayer de vous présenter un petit peu ces 3 étapes essentielles qui font que l'entreprise est en pleine transformation, et cette transformation-là date déjà depuis maintenant 8 ans. Donc, la première période 2013-2017, où, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle a commencé à réfléchir sur une réflexion stratégique à moyen long terme et commencé à monter en maturité industrielle par le biais des 2 actions, d'abord Aérolink et puis Performance industrielle. Avant que je vous présente un petit peu le résultat de ces actions, j'aimerais, Lucette, que tu nous parles des fondements de la stratégie de CMA qui sont toujours d'actualité aujourd'hui et qui a permis d'être le socle de tous les projets que l'on a engagés au sein de l'entreprise. Donc, la première brique de notre stratégie, c'est garder nos valeurs et notre identité. Et ces valeurs et cette identité, c'est calé sur ma personnalité. Donc, les valeurs, en quelques mots, c'est quoi? C'est la loyauté, la transparence et l'honnêteté. Il est important pour moi que nous agissions tous les jours avec ces 3 piliers. Pourquoi? Pour développer des relations saines, de confiance et durables. Le deuxième pilier, c'est un projet personnel qui me tient vraiment à cœur. Donc, j'ai repris l'entreprise en 2009. Déjà en 2009, la société était rang 1 auprès des donneurs d'ordre. Et il est très important pour moi, pour 2 raisons que je vais vous expliquer, de garder ce positionnement. Le premier, c'est par respect à notre ancienne direction, et aux anciennes directions précédentes de CMA, qui ont œuvré depuis 1968 pour garder ce positionnement. Le deuxième, c'est ce positionnement confère la possibilité de faire grandir notre entreprise. Le fait d'être rang 1 auprès des donneurs d'ordre, c'est vraiment répondre à des demandes et des exigences de rang 1, qui fait que tous les jours, nous devons nous remettre en question et nous devons adapter notre entreprise. Aujourd'hui, nous sommes rang 1 auprès des donneurs d'ordre français et rang 2 auprès des donneurs d'ordre étrangers. Alors, ces fondations étant solides, Lucette, quels sont les 2 piliers qui ont permis de construire cette stratégie et cette belle maison de CMA? Donc, le premier, c'est l'innovation. Il faut que l'on puisse prendre de l'avance. Et pour cela, il nous faut avoir un esprit ouvert, adaptable, proactif. Il faut intégrer les nouvelles technologies et intégrer aussi les nouvelles générations. Le deuxième, c'est l'agilité. Nous sommes dans un monde en perpétuel mouvement, dans une incertitude totale. Donc, nous ne pouvons pas rester figés et nous devons, nous aussi, être en perpétuel mouvement. Grâce à ça, nous devons avoir une position tactique et un circuit court d'exécution et de prise de décision.
Et chaque fois que nous prenons une décision, il faut avoir très rapidement, connaître très rapidement l'impact que ça va avoir sur notre entreprise. Donc, on a bien compris des fondements, des fondations solides, deux piliers sur l'innovation et l'agilité qui permettent à CMA aujourd'hui d'avoir une stratégie et un cap dicté depuis 2013 et qui permet à ces projets d'être déployés. Mais Lucette, est-ce que c'est tout? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui aujourd'hui vous permet d'avancer et justement d'être dans l'action? Alors oui, donc bon, CMA, on a une culture du client qui est très forte avec la qualité et le respect de nos engagements. Chez CMA, c'est l'affaire de tous. Comme je vous ai dit, nos clients nous demandent de nous remettre tout le temps en question. Et au jour d'aujourd'hui, il faut qu'on arrive à décrypter les exigences et les caprices. Et pour ce faire, nous devons agir, mais surtout refuser de subir. Et nous devons aussi avoir le courage de dire non quand ce n'est pas en adéquation avec notre identité et nos valeurs. Agir au lieu de subir, donc c'est être maître de l'entreprise et pas mettre en place tout ce que veulent les donneurs d'ordre sans avoir d'identité. Merci Lucette. Alors, juste sur les éléments déclencheurs de la remise en question de l'entreprise qu'elle a engagée en 2013, Lucette vous l'a dit, la PME était fragile et en danger à l'époque, puisque c'était à ce moment-là où les donneurs d'ordre pensaient à regrouper des sous-traitants de rang 1 pour qu'ils soient plus forts, pour concurrencer, entre autres, la supply européenne et entre autres allemande. Donc les PME comme CMA étaient en danger forcément. Et puis on a bien compris que à ce moment-là, l'idée de Lucette n'était pas de s'allier avec un autre sous-traitant. Elle avait une forte dépendance client, puisque un de ses clients représentait plus de 50% de chiffre d'affaires et des indicateurs de performance complètement inexistants. Donc, bien évidemment, il fallait qu'elle reste compétitive, il fallait qu'elle fasse du qualitatif et bien évidemment avoir de la rentabilité et de la performance. Ça, c'était son obligation. Et les enjeux qu'elle s'était donnés, c'était d'essayer de se diversifier dans le secteur aéronautique, donc d'avoir de nouveaux clients, d'aller chercher ce que demandaient les donneurs d'ordre, commencer à demander les donneurs d'ordre. On parlait d'excellence opérationnelle à l'époque, on a été loin au niveau des maturités des sous-traitants aéronautiques en France. Développer du service, alors CMA avait acté sur le service du rapid manufacturing et améliorer bien évidemment sa performance en termes de processus pour toujours garder ce pilier d'agilité, de flexibilité, être réactif par rapport aux demandes clients. Donc, elle a participé au programme Aerolink et Performance industrielle 1 et 2 avec un déploiement de bonnes pratiques de ligne, comme vous le savez sûrement sur ces programmes-là, qui étaient managés par Space et lancés par l'État dans un premier temps. Et puis, Aerolink a été un tel succès que le GIFAS a pris le relais derrière pour faire performance industrielle au niveau national. Aerolink était régional. Donc, quelques facteurs du changement qui ont été clés par rapport à cette période-là, où il faut bien comprendre que CMA a vraiment engagé une profonde transformation. Elle a nommé un référent, on a nommé un référent projet, donc, qui était l'acteur du changement en interne. L'implication des salariés a été dès le départ. Dès le début 2013-2014, on a commencé à fédérer les équipes, à expliquer le projet, à communiquer sur le projet, à communiquer sur la stratégie de l'entreprise, vers où elle voulait aller. Et ça a été un élément qui a été déterminant, puisqu'à partir de ce moment-là, jusqu'à aujourd'hui, toutes les équipes ont été mobilisées à chaque fois que les projets ont été déployés. Sans oublier, bien évidemment,
de remercier, d'encourager et de féliciter tous les engagements et tous les travaux qui avaient été réalisés par les collaborateurs. En 2014, Airbus Hélicoptère, qui était le premier client de CMA, lui a demandé d'écrire sa stratégie, chose qui n'était pas dans l'habitude de CMA. Et on vous a mis là une slide qui date de l'époque, en fait, qu'on avait présentée ou durant lequel CMA avait présenté sa stratégie, qui était sur donc sa stratégie à 3 ans, sur 2015-2017, qui était basée sur 6 éléments qui nous paraissent aujourd'hui essentiels, mais qui pour eux étaient vraiment révolutionnaires, dans le sens où tous ces éléments-là n'étaient pas notifiés à l'époque. Donc la maîtrise des coûts et des dépenses pour être plus performant, l'organisation fonctionnelle et hiérarchique, le fameux qui fait quoi. Voilà, on a posé une organisation, un développement commercial pour aller se diversifier au niveau des clients qui n'existaient pas, prévoir un plan d'investissement structuré, définir une organisation industrielle qu'on a optimisée, qu'on maîtrisait, et bien évidemment avec toujours un PDCA qui est derrière tout ça, une amélioration continue qui permet systématiquement de se remettre en question. Lucette, est-ce que tu peux nous expliquer pendant cette période-là, quel a été ton rôle pour que ce projet puisse se déployer? Oui, alors au début, donc j'ai dû aller chercher des conseils et de l'aide extérieure pour écrire, voir si cette vision stratégique vers où je pensais qu'il fallait aller était cohérente. Et donc, voilà, il fallait m'entourer de bonnes personnes et d'experts extérieurs. Donc, à ce moment-là, une fois que j'ai eu trouvé les bonnes personnes, donc pour ne pas le citer, le cabinet Socodit, on a travaillé tous ensemble et on a écrit cette vision. Et ensuite, on l'a présentée en interne. Il fallait que déjà cette vision elle soit compréhensible pour tous. Et donc, nous avons ensuite présenté cette vision à notre personnel, à nos clients et à nos partenaires. Donc voilà, la communication à ce moment-là était très importante et on n'avait pas à ce moment-là la communication chez CMA, c'était pas quelque chose qui était ancré en nous, quoi. Donc c'est quelque chose qu'on a dû mettre en place pour aussi voilà impliquer le personnel, comme le disait tout à l'heure Jean-Patrice. Donc en 2017, l'entreprise était beaucoup plus mature. On avait des fondamentaux qui étaient de fonctionnement du secteur aéronautique qui étaient implantés. Et Lucette a décidé de lancer un projet et d'écrire le projet de façon un petit peu plus structurée que ce qu'il avait été en 2013-2014. Et donc, on a écrit le projet TIActif qui était basé sur 3 piliers: le management transversal pour développer l'agilité, la transformation industrielle pour essayer de moderniser l'outil de production, et la recherche d'excellence opérationnelle pour pouvoir répondre de façon et rester rang 1 et être compétitif au niveau des rangs 1, à la taille de l'entreprise, bien évidemment, avec les contraintes d'une PME de 60 personnes à l'époque. Donc, comment on a travaillé? On est parti sur les fondamentaux de CMA qu'on a rappelés dans la petite bulle, avec les fondations, les piliers et puis l'action. On a travaillé sur la vision à 3 ans et sur les valeurs qu'on voulait développer pendant ces 3 années. On a écrit une feuille de route des 3 ans, on a monté un business plan et on est allé chercher du financement. Alors, comment on a monté cette feuille de route? La première chose, c'est qu'on a défini des objectifs. Ces objectifs étant assez clairs et assez rapides, puisqu'ils étaient entre autres dictés par les donneurs d'ordre, qui étaient des objectifs de 100% d'OTD et d'OQD. CMA s'en est rajouté un parce qu'elle voulait se challenger un peu plus sur la partie TRS et temps de fabrication. De là, on a
on a utilisé les briques de l'industrie du futur qu'a écrit l'Alliance Industrie du futur. Et sur chaque brique, hein, vous le verrez juste après, on a essayé de trouver quelles allaient être les améliorations que l'on allait apporter pour pouvoir, qui nous permettrait d'atteindre ces objectifs. De là, ça nous a créé des besoins qui ont naturellement défini des moyens qu'il fallait mettre en œuvre en définissant derrière une équipe interne et des besoins externes en termes d'experts qu'on aurait besoin de solliciter par manque de compétences internes. Et tout ça, on a mis en place un outil de contrôle et d'analyse pour suivre le pilotage de ce projet et pour éviter qu'il y ait toute dérive pendant la durée du projet, c'est-à-dire pendant les 3 ans. Donc, le projet TIACTIF, qui veut dire transformation industrielle et amélioration des conditions de travail vers l'industrie du futur, est né en partant des briques définies par l'Alliance Industrie du futur, que je vous engage à aller voir plus précisément sur le site d'Alliance Industrie du futur, qui sont très très bien décrits et qui définissent le contour de ce qu'est l'industrie du futur. Donc ces briques, on va y passer, on va les prendre en revue. La première brique, c'est les objets connectés et l'Internet industriel. Donc là, pour atteindre ces objectifs, CMA a dit qu'elle aimerait bien mettre en place une supervision des îlots de production par l'implantation d'un MES et la planification au poste en temps réel. Ensuite, il y a la brique usine et ligne îlots connectés, pilotés et optimisés. Dans ce cadre-là, elle souhaitait investir dans un logiciel de simulation de production et avoir un suivi en temps réel de la production pour pouvoir, dans l'agilité qu'elle a toujours dans ses fondamentaux, essayer d'être au plus proche des problématiques de production. Troisième brique est la technologie de production avancée. Donc là, ça c'était un souhait des donneurs d'ordre qui voulaient, pour aider les entreprises et les sous-traitants à être plus performants sur leur EQD, ils avaient imaginé d'avoir un contrôle des pièces à 100%. Donc CMA a dit pourquoi pas y travailler dessus, mais il ne faut pas que ce soit trop contraignant, donc utiliser les nouvelles technologies pour pouvoir faire ça. Et puis on avait un problème de positionnement d'OF et de bac dans l'atelier, et on avait réfléchi à investir ou à développer un robot nomade dans l'atelier. La quatrième brique est la relation client et fournisseur intégré. Donc là, il nous avait semblé nécessaire, avec l'évolution des produits et des articles des donneurs d'ordre, d'investir dans une PLM et de développer une plateforme d'échange avec nos clients et fournisseurs pour échanger de la donnée, qu'elle soit commerciale, qu'elle soit technique, et tout ça en temps réel. La cinquième brique, c'était la nouvelle approche de l'homme au travail, les organisations et les managements innovants. Donc là, CMA, qui ne gérait pas ça à l'époque, a décidé de travailler sur la gestion de ses compétences et de ses polyvalences pour pouvoir, là aussi, accentuer l'agilité et essayer d'aller chercher cette réduction de production pour limiter aussi les goulots d'étranglement. Voilà. Et puis, la mise en place d'une vraie politique RH qui manquait et que CMA voulait mettre en place les années d'avant et qu'elle n'avait pas eu le temps de faire. Et puis, la dernière brique, c'est les nouveaux modèles économiques et sociétaux, stratégie et alliances. Donc là, on voulait définir une organisation circulaire et non hiérarchique descendante, qui se rapproche de l'organisation transversale, et toujours avec cette plateforme d'échange qui permettait aussi pourquoi pas, échanger avec le personnel et échanger avec des partenaires pour donner l'information ou récupérer de l'information. Voilà. Ce qu'on appelle aujourd'hui vulgairement le portail, des portails qui existent et qui fleurissent un petit peu partout. Est-ce que tu peux, Lucette, nous présenter très rapidement donc, les objectifs et ce qui a animé ce projet quand on l'a écrit en 2017?
Oui, alors les objectifs qui étaient fixés par nos clients sont l'OTD 100% et l'OQD 100%. Et nous nous sommes rajoutés un cycle de fabrication pour nous challenger de 15 jours. Nous avons fait donc l'analyse des compétences manquantes, et pour mettre ce projet en place, il nous manquait un expert en informatique, un contrôleur de gestion, un architecte projet et un expert en conditions de travail et en QVT, donc qu'il fallait aller chercher auprès des offreurs de solutions. Une fois ce projet écrit, nous l'avons budgété. Et donc, le budget était de 2 234 000 euros. Besoins externes, 168 KE, et donc 18 525 en heures en équivalent, 10 équivalents temps plein. Voilà, c'était des heures qu'on avait mesurées sur du personnel en interne, sur l'équipe projet, pour pouvoir mettre en place ce projet. Voilà. Nous avons fait, compte tenu du montant de ce projet, une analyse de risque sur lequel nous avons défini des familles de risques, et nous avons calculé l'indice de priorité des risques. Donc, c'est une technique qu'on a l'habitude, nous, d'utiliser, qui est assez simple et qui a le mérite, dès lors qu'on se met de barrière à 20, par exemple, d'IPR, de dire que tout ce qui est à plus de 20 est critique et mérite de décrire précisément la défaillance, la cause, et surtout d'aller chercher les actions engagées pour limiter les risques du projet. Donc, c'est ce que nous avons fait sur 4 briques, 4 familles: la production, l'infrastructure, le financier et l'humain. Et nous avons à chaque fois imaginé quelles seraient les actions qu'on devait mettre en œuvre pour limiter ces risques. Voilà. Et pour faire de facto baisser cet indice de priorité. Nous avons réalisé, suite au chiffrage, une estimation des coûts, un business plan. Le business plan, il a été défini sur une période de 3 ans, dont on a estimé donc les embauches que l'on allait faire, on a estimé les prévisions d'activité, les salaires, les charges de fonctionnement qui allaient évoluer en fonction du projet. Et le projet, forcément, il fallait vérifier qu'il avait une réalité financière. Écrire un projet pour se faire plaisir, ça caresse les égos de tout le monde, mais s'il n'est pas exécutable, ça ne sert pas à grand-chose, si ce n'est à faire l'exercice de l'écriture. Donc, on a défini les soldes intermédiaires gestion, donc les prévisions d'indicateurs en termes de marge brute, de BE, de résultats, tout ce qui concerne donc les soldes intermédiaires gestion, et une prévision, une projection de trésorerie. Voilà. Donc, ce business plan a été rédigé, et en parallèle de ça, donc en contrôle sur le projet, on a mis en place dès le départ un contrôle de gestion mensuel qui a permis, à chaque fois qu'on mettait en place des actions, de mesurer déjà que le budget que l'on avait estimé sur le business plan, qu'il n'y avait pas de dérive, et qu'à chaque fois qu'on investissait ou à chaque fois qu'on améliorait nos organisations, quel était l'impact financier sur les améliorations que l'on avait engagées. Voilà. Et ce qui permettait aussi, ce contrôle de gestion a permis aussi de mettre en avant, dès lors qu'il y avait une défaillance, un aléa, un facteur inhérent externe qui avait un impact sur les activités d'entreprise, justement, quel allait été avoir l'impact jusqu'au bout et comment on allait arbitrer immédiatement, sans attendre un an et demi, un bilan comptable. Lucette, tu peux nous parler des partenaires financiers qui ont aidé au projet? Oui, donc avec ce business plan, donc, qui était quand même un gage de sérieux et de maturité, je me suis rapprochée des établissements bancaires, des sociétés de crédit de BPI, mais aussi des organismes institutionnels, la Directe, la région, ADOC, le CCI, le pôle Aerospace Valley, et donc je remercie leur aide, leur conseil et leur accompagnement sur ce projet, autant financier
accompagnement qui nous a permis de nous éclairer sur plusieurs sujets. Voilà, donc c'est des partenaires qui nous suivent toujours aujourd'hui, avec qui, comme j'ai dit tout à l'heure, on arrive à créer des relations durables et de confiance. Alors, un projet, c'est une chose, la réalité, c'en est une autre. On écrit un projet pour le déployer et puis il y a des aléas et des événements marquants et perturbateurs qui sont venus un petit peu contredire les prévisions que l'on avait. Et c'est la vie d'une entreprise, c'est la vie d'une PME. Et Lucette, tu vas nous expliquer un petit peu en quelques mots quels sont ces événements perturbateurs qui ont fait que le projet n'a pas pu aller en haut de ses ambitions, au niveau de ses ambitions, pardon. Oui, donc, comme tu le dis, la vie d'une entreprise n'est pas un long fleuve tranquille. Et en 2017, nous avons été impactés par l'accident du Super Puma qui a eu lieu en novembre 2016, qui a généré, puisque nous, on est vraiment fournisseur de cet hélicoptère, le H225, une perte de 37% du chiffre d'affaires. Et à ce moment-là, nous avons dû placer l'entreprise en chômage partiel. 2018, donc mon associé avec lequel je suis partie en 2009 a fait valoir ses droits à la retraite. Et là, j'ai décidé d'intégrer un groupe à taille humaine et surtout qui a les mêmes valeurs que CMA, toujours pour ne pas perdre notre identité. Et donc, nous avons intégré le groupe Hermeca. Alors, comme voilà, dans les sociétés, dès qu'il y a du mouvement, ça perturbe les équipes. Et les premiers perturbés, ça a été les cadres qui sont partis, et certains cadres sont partis en 2018. 2019, le programme du Super Puma est reparti. Et grâce à l'agilité et à la réactivité de CMA, Airbus Hélicoptère nous a demandé de les accompagner dans le ramp-up du Super Puma, et ce qui a généré un chiffre d'affaires de 25%. Et en 2020, comme toutes les entreprises, nous avons été impactés par la pandémie du Covid. Nous avons une perte de 15% du chiffre d'affaires. Nous avons dû licencier 9 personnes et mettre l'entreprise sous APLD. Voilà. Alors, malgré tout, il y a quand même des actions qui ont été menées. Il a fallu qu'on s'adapte par rapport à ces événements perturbateurs. Donc, les premières actions qui ont été menées, c'est qu'on a lancé un programme de qualité de vie au travail et on a défini un nouveau management opérationnel. Le deuxième sujet a été de préparer l'entreprise à la transformation numérique. Donc, on a fait un audit du système d'information, on a fait un audit cybersécurité, on a défini les investissements associés et réalisé les investissements associés, entre autres le changement des serveurs qui était obsolète, les changements de tous les postes de travail pour qu'ils soient modernes avec les derniers systèmes d'exploitation. On a déployé l'outil digital de planification au poste en temps réel dans l'atelier et on a raccordé l'entreprise à la fibre. Et puis, on a lancé une vague de modernisation, comme on l'avait prévu aussi, de modernisation de l'outil de production avec des investissements des matériels de production. Et on a réalisé un audit énergétique du bâtiment dans l'idée derrière de savoir si l'entreprise engagerait sur une deuxième phase des travaux de réhabilitation du bâtiment ou si elle partait dans un projet de création de nouveaux bâtiments. Voilà. Je précise une chose, c'est que l'audit du système d'information, l'audit cybersécurité et l'audit énergétique du bâtiment ont été subventionnés par la CCI, par l'État et par le pôle Aérospace Vallée. Lucette, est-ce que tu veux nous faire un petit bilan de ce projet 2018-2020 ?
Oui, alors dans les objectifs qui nous avaient été fixés par les clients étaient donc pour certains clients de 100%, pour d'autres un peu moins ambitieux, donc on était aux alentours de 95%. Au jour d'aujourd'hui, on a un objectif OTD global de 98%, un OQD de 99,9%. Par contre, le cycle de fabrication, nous ne sommes pas à 15, mais nous sommes à 30 jours calendaires, ce qui n'est pas trop mal parce que CMA réalise a beaucoup d'ordres de fabrication et donc, bon, on n'est pas arrivé à nos objectifs, mais ce n'est pas quand même trop mal. Ce qui est de bénéfique à travers ce projet, c'est que ça a créé une ambiance de travail et l'engagement des salariés. Au jour d'aujourd'hui, on a une feuille de route qui est écrite, tout le monde se l'est approprié et donc ça a créé une ambiance de travail et une implication, une motivation de l'ensemble de nos salariés. Au niveau des investissements, nous avions un budget un projet à 2 millions et nous avons investi à peu près 1 million. Voilà, donc quand on a analysé un petit peu ça, suite à la sortie un petit peu du Covid fin d'année dernière, même si on n'était pas encore sorti, mais on essaie de se projeter quand même. On a regardé quelles sont les actions qu'on n'avait pas terminées, qu'on avait engagées non terminées. On a regardé aussi les éléments conjecturels internes et externes à l'entreprise, les départs, et puis la façon dont réagissait aussi le secteur aéronautique. Et on a décidé de rédiger la suite du projet TIACTIF, qu'on a appelé TIACTIF 4.0, avec une forte impression digitale. Voilà. Donc, on a réorienté un petit peu le projet initial pour aller vers donc, de la digitalisation, vers de la modernisation des moyens de production, aller pousser par rapport à ce que l'on avait déjà engagé, et puis en intégrant un engagement environnemental beaucoup plus fort que ce qu'on avait imaginé sur le premier projet TIACTIF. Et donc, ce projet-là a été écrit et on a réalisé exactement, on l'a rédigé exactement de la même façon, même méthodologie, en prenant les fondamentaux, en réfléchissant sur les visions et les valeurs, définissant une feuille de route globale, un business plan aussi général que l'on a imaginé, mais assez précis tout de même, avec une recherche de financement qui a été engagée, des objectifs qu'on s'est fixés. Là, on n'est pas parti sur les briques technologiques de l'industrie du futur décrites par l'Alliance, mais d'un parcours lancé par la région qui s'appelle le parcours Industrie du futur, que vous présentera Stéphane Banchard suite à cette présentation, qui nous ont défini des besoins en phase 1, des besoins qui nous créent des moyens qu'il faut qu'on mette en œuvre avec une équipe projet à définir et toujours cet outil de contrôle qui permet au projet de ne pas dériver ou de moins de maîtriser la dérive. Voilà, qui est indispensable pour assurer la pérennité de l'entreprise et s'apercevoir dès qu'il arrive des problématiques et de l'impact financier que ça peut avoir. Alors, quels sont les constats que l'on a fait? On a fait un retour d'expérience sur le projet, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. On a mesuré bien évidemment l'impact Covid sur CMA, que ce soit en interne ou en externe, je l'ai dit tout à l'heure, avec les pertes de chiffre d'affaires et les départs. On a regardé quels sont les sujets qui n'avaient pas été faits et traités pendant les années précédentes. Et puis, on a regardé quels sont les travaux qu'on avait commencés, qu'on n'avait pas terminés. Donc, entre autres, la cartographie numérique qu'on n'avait pas terminée, la qualité de vie au travail où on avait commencé avec les équipes, mais on n'a pas terminé, l'organigramme circulaire qui est défini, mais pas mis en œuvre. On avait la perspective d'avoir un nouveau bâtiment. Le Covid nous a fait dire que c'était peut-être pas trop le moment d'investir dans un nouveau bâtiment. Donc, on a préféré, en utilisant l'audit qu'on avait fait sur l'audit énergétique du bâtiment, prendre la décision de réhabiliter le bâtiment actuel et de continuer la modernisation de l'outil de production et d'engager une vraie transformation numérique de l'entreprise. Donc là, il y a eu 3 enjeux stratégiques. Un enjeu technique, des enjeux économiques, des enjeux sociétaux
environnementaux. Donc, très rapidement, sur les enjeux techniques, c'était quoi? C'était conserver les qualifications actuelles de l'entreprise, qui fait que CMA peut rester aussi rang 1, puisqu'elle a 16 procédés spéciaux. Maîtriser, contrôler les process techniques en passant par de l'automatisation de process. Et puis, toujours pareil, le nerf de la guerre, essayer d'annihiler les tâches à non-valeur ajoutée qui améliorent forcément la performance de l'entreprise et de la production, au sens large du terme. Au niveau économique, c'était moderniser l'outil de production, poursuivre les investissements qui ont déjà été engagés, et puis engager au niveau général de l'entreprise une transformation numérique, puisqu'on avait préparé l'entreprise à le faire, hein, on avait maîtrisé la donnée, on va dire, et le stockage de données, la sauvegarde de données, et on a protégé l'entreprise contre les attaques cybersécurité. Donc, l'entreprise est prête pour engager cette transformation-là. Donc, maintenant, on va passer sur le côté opérationnel de cette transformation. Au niveau sociétaux, j'en ai parlé, hein, réhabiliter le site de production, donc avoir une meilleure qualité de vie au travail. Consolider l'organisation agile et résiliente, donc pour avoir beaucoup plus d'agilité encore que ce que l'on a aujourd'hui. Et puis, mettre en œuvre ce management circulaire qu'on commence à tester et qui porte essentiellement sur la mise en responsabilité des personnes au sein de l'atelier. Voilà, qui est un élément qui est un petit peu nouveau par rapport à un organigramme hiérarchique. Et puis, le côté environnemental avec le monitorage de la performance énergétique du bâtiment pour maîtriser les consommations énergétiques du bâtiment qui aujourd'hui sont assez catastrophiques, et puis améliorer l'isolation des bâtiments de production. Lucette, est-ce que tu veux nous parler des objectifs du projet TIACTIV 4.0 ? Alors, le premier objectif, c'est de continuer, bien sûr, à s'améliorer sur les OTD et les OQD pour atteindre le 100%. Développer la production de sous-ensembles. Comme je vous ai dit, on est capable de produire de la pièce simple au sous-ensemble, mais le vœu, bien sûr, est de réaliser de plus en plus de sous-ensembles. Moderniser l'outil de production pour contrôler, annihiler les risques industriels. Produire plus vite et mieux et améliorer les conditions de travail de nos salariés. Et mettre en œuvre la transformation sociétale initiée pendant le projet TIACTIV, c'est-à-dire le RSE et la QVT. Donc, il faut définir une nouvelle équipe projet, donc en interne, en fonction des thématiques retenues, en externe avec les consultants et les offreurs de solutions, et toujours travailler avec des institutions et la CCI qui nous aide à monter les dossiers et qui nous donne des conseils dans le montage des dossiers. Et l'agence ad-hoc aussi. Et l'agence ad-hoc. Réaliser donc le business plan. Donc on a travaillé, on a terminé la phase 1 du parcours IDF. Et nous allons commencer la phase 2, déjà le plan d'action qui est écrit. Et nous avons engagé donc des recherches de financement. Et grâce à ce projet qui a été, je pense, bien écrit et bien ficelé, ce qui a permis d'avoir un projet mature, nous sommes aujourd'hui lauréats du plan de relance. Et grâce à la région aussi, on est aidé à travers des contrats d'expertise, ce qui nous aide aussi à aller plus vite dans la réalisation de ce projet. Alors, Lucette, tu vas quand même nous dire, puisque c'est aussi le thème de ce webinaire, quelle est la place du dirigeant et quelle a été ta place depuis 2013 sur les 3 projets consécutifs qui ont été menés jusqu'à présent? Bon, déjà, le premier, c'est d'initier la démarche. Voilà, des projets comme ça, déjà, il faut que ça parte de la direction. Et moi, c'est un projet qui vraiment, qui me tient vraiment à cœur.
Donc, une fois que j'ai eu initié la démarche, donc il fallait aller chercher de l'expertise externe. Ensuite, il faut veiller à ce que l'entreprise reste en adéquation avec l'écosystème dans lequel elle évolue. Il faut écouter le client et analyser leur attente, comme je disais tout à l'heure, faire la différence entre les exigences et les caprices. Mais à partir du moment où on s'adapte, que l'attente du client correspond aussi aux attentes de l'entreprise, on doit transformer en opportunité. Je voudrais rajouter aussi que dans la gestion du Covid, il n'y a pas eu que du négatif. Voilà, il y a eu du négatif, mais il y a aussi dans cette réflexion du positif et une période où il faut transformer tout ça aussi en opportunité. Chaque crise crée des opportunités. Ça a été le cas pour CMA. Ensuite, donc, continuer à avoir un esprit ouvert et être en veille par rapport au monde qui nous entoure, et être en contact privilégié avec des partenaires externes, donc les banquiers, les institutions, les pôles. Tout ça, je pense que ça repose aussi sur de la transparence, les valeurs de CMA, la transparence, la communication. On a besoin de tout le monde pour avancer, on ne peut pas avancer seul, et les partenaires extérieurs sont très, très importants dans des projets d'envergure comme TIACTIF. Dans mon rôle, je pense que c'est un rôle de sponsor, c'est le rôle de sponsor du projet. Alors, c'est quoi un sponsor d'un projet? Le rôle du sponsor d'un projet, c'est définir le chef de projet. Et une équipe. Et une équipe, et donc interne et externe, bien sûr. L'équipe étant définie avec le chef de projet en fonction des thématiques et des appétences de chacun. Voilà. Oui. Et pas que la petite équipe, quoi. Il faut que ce soit l'équipe entière doit être prise en compte. Ensuite, il faut s'assurer que la réflexion ne prend pas le pas sur l'action. S'assurer qu'il n'y ait pas de dérive. S'assurer que les moyens sont donnés à l'équipe projet. Communiquer sur le projet auprès de l'ensemble du personnel pour qu'il devienne le projet de l'entreprise et non celui du dirigeant ou de la petite équipe projet. Impliquer les salariés dans la transformation, quel que soit leur statut. C'est un élément qui est fondamental, c'est-à-dire qu'il faut vraiment, dans le projet, dans tous les projets de CMA aujourd'hui, il y a eu tout le personnel, y compris le personnel de production, y compris les opérateurs qui ont été impliqués dans ce projet, et c'est ce qui a fait que les projets ont eu du succès au sein de CMA. Et ce qui a fait aussi, je pense qu'il faut rajouter, c'est que on a vu à travers le côté positif de ça qu'il fallait aller vers un management transversal et ce management circulaire où tout le monde doit participer et donner de l'autonomie, de la responsabilité et de la considération à chaque équipe de l'entreprise. C'est, je pense, hyper important au jour d'aujourd'hui, quoi. Donc après, il y a le rappeler les fondements de CMA. Oui. Que tu ne cesses de faire. Oui. Donc voilà, mais je pense que ça fait partie, ça y est, c'est ancré dans l'ADN de CMA. Et c'est quelque chose que l'on prône, et même à l'intégration du personnel, dès qu'on embauche quelqu'un, on leur dit voilà, ça c'est des valeurs fortes de CMA. Après, on y adhère ou on n'y adhère pas, ça c'est chacun son choix, mais si on n'y adhère pas, la personne ne pourra pas s'épanouir au sein de CMA, quoi. Parce que de toute façon, à terme, elle sera mise sur la touche par les autres salariés, puisque tout le monde a bien compris que quand on travaille dans de bonnes conditions, et ça en fait partie, d'être bien écouté, responsabilisé, et voilà, tout le monde s'épanouit et tout le monde grandit. Donc les salariés grandissent et l'entreprise grandissent, et voilà, on avance tous ensemble vers le même but.
Ensuite, il faut repositionner le projet en fonction des aléas de l'entreprise, comme je vous ai dit, depuis une dizaine d'années, en tout cas depuis la reprise de 2009, CMA a subi régulièrement des crises. Bon, la pandémie ça aura été la plus forte, mais à chaque crise, on sait se remettre en question. Notre agilité fait qu'on prend vite les décisions et donc on s'adapte vite à la situation. Et une fois la crise passée, on se remet, on s'assied, on réfléchit et on regarde voilà, ce qui a fait que, comme je vous disais, de chaque crise, il y a toujours des opportunités. Et ces opportunités, on en crée de l'expérience et on se rend compte que les années passant, l'entreprise est résiliente, puisqu'on a quand même eu, si je parle que depuis 2017, la baisse du Super Puma, on est ressorti de la baisse du Super Puma, maintenant on a la pandémie, et ça nous permet d'être résiliente et de préparer la crise suivante, parce que nous pensons qu'il y aura crise suivante. Et à travers tout ça, il faut veiller à que ce projet ne vienne pénaliser en rien le service client. Voilà, la culture la culture client chez CMA est très très importante et c'est ce qui nous a permis aussi de garder le rang 1. Au jour d'aujourd'hui, on doit être très près de nos clients et il faut que rien ne vienne perturber ce qui a fait qu'on est là aujourd'hui. Merci Lucette. Alors, quel a été le rôle de Socodit dans ce projet? Nous, on accompagne l'entreprise depuis 2013. Socodit, c'est un pôle industrie qui travaille sur la stratégie industrielle, sur l'organisation et la performance industrielle que je dirige, et puis un pôle finance qui travaille sur la cession-acquisition d'entreprise, qui est en charge de réaliser des business plans financiers et de mettre en place des contrôles de gestion. Donc, Socodit, c'est quoi? C'est 12 consultants, on existe depuis 32 ans, on a accompagné plus de 500 entreprises, essentiellement de la PME, parce qu'on croit à la PME, on est tous issus de la PME, on a tous une expérience dans la PME, à différents postes, jusqu'à la direction générale. Et donc, on a 3 pôles de compétences forts, la performance industrielle, la cession-acquisition et la finance et le contrôle de gestion. Socodit a créé un partenariat avec OPO, ou OPO a créé un partenariat avec Socodit, je ne sais pas, tellement ça s'est fait naturellement. Pourquoi? Parce que les deux cabinets, on est tous les deux spécialisés en transformation industrielle et on a des valeurs et des engagements communs sur beaucoup de points. Et ça nous a paru une évidence de monter ce partenariat sur un même projet, développer et pérenniser le tissu industriel de l'Occitanie. C'est notre forte volonté parce qu'on croit à la PME occitane. On a de belles entreprises, de belles PME qui nécessitent de gagner en maturité et de rester, pour rester compétitif. Et on a un gros potentiel en Occitanie, quel que soit le secteur d'activité. Un engagement commun. On a, avec le dirigeant d'OPO, on a participé très, très activement à la création du club offreur de solutions, dont a parlé Julien tout à l'heure, qui aujourd'hui est un club qui met en relation des experts de l'industrie du futur sur des thématiques bien précises avec des projets d'entreprise. Donc le club fait le lien ça. C'est un club qui est soutenu par la CCI Occitanie. Une méthodologie que l'on a déployée, développée ensemble avec nos propres expériences individuelles, donc qui se base sur une analyse systémique de l'entreprise, sur une approche très terrain et réfléchir dans quel écosystème évolue l'entreprise et dans quel écosystème nous évoluons au niveau industriel. Une partage, ça c'est quelque chose qui nous a vraiment resserré et une ambition qui est de l'expertise au profit de nos entreprises, qu'elles soient TPE, PME ou OTI, puisqu'on a des
des positionnements sur lesquels on peut agir sur les 3 typologies d'entreprises. Voilà. Comme je vous l'ai dit, on est très attaché aux valeurs humaines et la compétence, parce qu'on est persuadé que la transformation des entreprises passera d'abord par l'humain avant de passer par la technologie, la robotisation ou autre. C'est d'abord l'humain et l'intégration des nouvelles générations, l'intégration du numérique, mettre en place de la stratégie digitale aussi, puisque le numérique et le digital, forcément, on ne peut pas passer outre aujourd'hui. Une organisation agile, Lucette en a parlé, et c'est un des piliers de la stratégie de CMA depuis 2013, mais je pense qu'aujourd'hui, elle est plus que présente, elle doit être plus que présente dans les entreprises. Savoir se repenser, on l'a vu, savoir rebondir, savoir être agile. On l'a vu avec la crise Covid, où les entreprises ont eu besoin de se repenser et vont avoir besoin de se repenser dans les années à venir. L'environnement, on ne peut pas passer autre aujourd'hui, c'est un sujet d'actualité et je pense que ça fait partie de l'avenir on va dire, de toute entreprise qui se respecte, qui doit penser forcément environnement. C'est obligatoire. Aujourd'hui, c'est notre survie qui en dépend. Et bien évidemment, la technologie qui fait son apparition. Mais une fois de plus, l'industrie du futur, ce n'est pas que de la technologie, ce n'est pas que du robot. Le robot fait partie d'une infime partie de l'industrie du futur. C'est d'abord repenser l'humain, ses compétences, son agilité, sa numérisation, l'environnement, le RSE, le QVT, tout ça, ce sont des éléments qui font partie intégrante de l'industrie future, du moins, c'est ce que nous, on prône et c'est ce que l'on défend auprès des dirigeants. Je vais juste faire une courte présentation du parcours Industrie du futur, justement, dans lequel OPO et Socodit, on a été prestataires, on a été sélectionnés par la région. Donc, c'est un programme qui est financé par la région et l'État, qui comprend un diagnostic 360, une feuille de route, une feuille d'amorçage et un plan d'amorçage et un business plan qui retraduit tout ça. Mais je laisse Stéphane Blanchard vous présenter plus en détail ce parcours. Et nous restons, Lucette et moi, à votre disposition pour toute question qui pourrait être posée sur ce qu'on vient de vous présenter. Stéphane, c'est à toi. Merci Jean-Patrice. Et du coup, avec Lucette, vous avez fait un bon teasing pour le parcours. Ça montre vraiment l'importance et comment ça peut se traduire en fait réellement et ce qu'on a souhaité faire avec la région et l'État au travers de ce parcours que je vais vous présenter rapidement. Donc, juste rappeler que c'est un dispositif qui s'intègre dans le cadre d'un plan national qui s'appelle 10 000 accompagnements pour une transformation de l'industrie, des entreprises vers l'industrie du futur, donc qui court sur 3 ans jusqu'au 31 décembre 2022. L'État s'est rapproché des régions pour que chacune des régions se l'approprie et l'applique à son tissu industriel. Donc nous, en région Occitanie, ça se traduit au travers de 2 parcours spécifiques. Un parcours pour lequel on est associé au GIFAS dans le cadre du programme d'industrie du futur du GIFAS dédié à la filière aéronautique, et un parcours régional, tout secteur d'activité, pour lequel OPO Socodit sont référencés et accompagnent les entreprises régionales. Le but et les enjeux que l'on adresse à travers ce parcours, c'est de transformer durablement les entreprises de toute taille, ou presque, donc jusqu'aux ETI jusqu'à 5000 personnes, et quel que soit leur degré, leur maturité de transformation au niveau de l'industrie du futur. On l'a vu, hein, ça prend un certain nombre d'années de se transformer. Il faut faire des diagnostics, des constats initiaux, prendre les actions une par une et les mettre en œuvre et les déployer pour ne pas aller trop vite, et en même temps s'assurer de l'efficacité des différentes actions que l'on met en œuvre. Et comme on a pu le voir avec CMA, finalement, l'appel au parcours a été réalisé suite à différents autres dispositifs qui ont été mis en place, Aérolink ou Performance industrielle, et en fait qui permet de transformer durablement l'entreprise.
Donc, si je refais un petit focus spécifique sur le volet programme d'industrie du futur du GIFAS, parce que souvent, il nous est demandé aussi un petit peu la complémentarité de ces deux dispositifs. Donc là, on adresse spécifiquement les entreprises de l'aéronautique. On a un objectif de 70 entreprises accompagnées sur 3 ans. Donc pareil, jusqu'au 31 décembre 2022. Les inscriptions sont encore en cours. Aujourd'hui, on a environ 30-35 entreprises qui ont adhéré à ce dispositif-là avec, on va dire, un contexte économique lié à la crise Covid un peu particulier en ce moment, qui est un parcours plus cadré, qui se réalise sur une durée de 18 mois et pour un nombre de jours d'accompagnement d'environ 32 jours, avec un coût de 7 500 € pour une entreprise, une PME adhérente au GIFAS, ou 15 000 € pour une entreprise qui ne serait pas adhérente au GIFAS. Pour intégrer ce dispositif, c'est simple, il faut faire la demande sur le site du GIFAS, et ça adresse des entreprises qui ont, pour le coup, déjà une certaine maturité et qui ont vraiment pour objectif de déployer l'aspect digitalisation et de nouvelles technologies, nouveaux procédés dans le cadre pour ces entreprises-là. Si je reviens plus spécifiquement sur le parcours régional d'industrie du futur auquel faisait référence Jean-Patrice et dans lequel l'accompagnement de CMA s'est intégré, on va reprendre en fait ce qu'on a appelé des facteurs déterminants un petit peu pour se distinguer des leviers industrie du futur de l'Alliance pour l'industrie du futur qui ont été évoqués, peut-être un petit peu trop orientés technologie, pour remettre au centre justement ce qu'expliquaient Jean-Patrice et Lucette, l'humain, la vision essentielle au départ et du dirigeant et sa stratégie sur du moyen long terme, l'implication des équipes au travers de l'accompagnement humain avec des chefs de projet, des équipes en interne et qui vont préparer le changement de l'entreprise et qui vont permettre de s'intégrer et d'intégrer l'ensemble des équipes et des personnels dans cette transformation-là. Parce que comme pour reprendre les mots qui ont été dits, c'est l'affaire de tous, finalement, un projet de transformation industrie du futur. Et ensuite, bien évidemment, on va adresser tout ce qui va être l'aspect organisationnel, l'aspect performance industrielle de production, tout ce qui va être technologie, mais également un focus que l'on a demandé, exigé, dans le cadre du cahier des charges que l'on a donné aux 7 prestataires référencés, d'adresser tout ce qui est réduction de l'empreinte environnementale. Donc, toute cette approche environnementale, dans le cadre du diagnostic, est adressée systématiquement. Et ensuite, regarder en adéquation avec la stratégie du dirigeant, les nouveaux modèles qui pourraient être déployés pour répondre aux besoins de son marché, de ses clients et de son secteur d'activité, parce qu'aujourd'hui, c'est au travers de ça qu'on gagne en compétitivité et en différenciation. Le parcours s'organise en 2 phases. Une première phase sur 5 jours, qui est financée à 100% et qui a pour objectif de faire un audit 360 de l'entreprise sur les différents facteurs que l'on a évoqués, mais d'aller jusqu'à une feuille de route à 24 mois pour vous donner finalement une vision des actions qui seraient engagées pour faire cette transformation-là et prioriser avec vous, donc entre le prestataire et vous, dirigeant et équipe de l'entreprise, prioriser sur les actions à mettre en œuvre dans une seconde phase qui là sera financée à 50% et qui peut permettre d'être accompagné jusqu'à 25 jours supplémentaires. Et là, l'idée, c'est d'approfondir au moins 3 des facteurs déterminants que l'on a vus précédemment, dont un qui sera technologique. Pourquoi on exige qu'il y en ait 3? C'est parce qu'on est convaincu qu'on ne peut pas agir sur un de ces leviers sans finalement percuter, ou en tout cas impacter d'autres sujets au sein de l'entreprise, que ce soit l'organisation, l'humain, la technologie qui va venir en support de ces actions-là et des transformations engagées. Donc c'est en ça qu'on a voulu l'exiger. Et sur ces leviers-là, à la fin, vous aurez un business plan, comme l'expliquait Jean-Patrice, argumenté sur le coût que ça engagera, les actions à poursuivre et les investissements à réaliser. Vous dire aussi que les aides de la région sont là pour vous aider à financer la mise en œuvre derrière, donc au travers du prolongement d'expertise sur des financements au travers d'un contrat d'expertise, comme on l'a dit, mais sur des projets d'innovation qui pourraient découler de ces accompagnements-là,
ou de l'investissement productif pour des outils digitaux ou des outils de production tout simplement. Là, pour le coup, la CCI ou ADOC, on est là pour vous accompagner et vous aider à identifier les possibilités en fonction de vos besoins et de votre entreprise. Donc, comme je disais, la région a référencé 7 prestataires qui sont Agila, Afnor, Altran, Silat Consulting, Nextenso, Innovation Croissance, leur volet plus industrie, OPO Socodit, naturellement, et TopTech. On les a référencés pour une chose, pour aller vite. Le but, c'est on a un cahier des charges qui est le même pour tous les prestataires qui interviendront chez vous. Et derrière, des devis qui vous seront dressés, qui sont rapidement, et un traitement, nous, au sein de l'ADOC de la région, qui sera réalisé en quelques semaines pour vous donner un premier avis sur votre dossier et vous permettre d'engager rapidement votre accompagnement. Ces architectes de projet, comme on les appelle, et comme l'avait expliqué Jean-Baptiste et Lucette aussi dans le cadre de leur présentation, ce sont finalement des chefs de projet spécialistes de l'industrie du futur, mais qui ne sont pas offreurs de solutions. Ils sont là pour être aide au conseil, aide à la décision et identifier avec vous les meilleures solutions adaptées à votre besoin. Le but, ce n'est pas de choisir une solution et voir comment l'entreprise peut s'y adapter, c'est identifier le besoin de l'entreprise, identifier des solutions et faire en sorte que les offres de solutions s'adaptent à votre besoin. Et c'est en général comme ça qu'on est le plus efficace et qu'on fait en plus des économies. Donc, sur les critères d'éligibilité, rapidement, l'industrie du futur, il faut avoir une activité industrielle, donc de transformation, avec du volet, un atelier de fabrication ou des process industriels avérés. Donc, les entreprises de services, typiquement, ne seront pas adressées au travers de ce dispositif. L'entreprise ou l'établissement en question doit être sur le territoire régional. Les entreprises de moins de 5000 salariés, donc ETI jusqu'à des ETI, donc ça veut dire d'un chiffre d'affaires de moins de 1,5 milliard d'euros ou un total bilan de moins de 2 milliards d'euros. Avoir un premier bilan d'activité, des fonds propres au moins égal à la subvention demandée et que l'entreprise ne soit pas en difficulté au sens de la réglementation européenne, et s'assurer, mais ça on peut le voir ensemble aussi, de ne pas dépasser le plafond d'aide de minimis, parce que pour pouvoir financer à 100% un diagnostic, on s'appuie sur un régime dérogatoire de minimis pour vous accompagner et financer l'accompagnement. Pour déposer le dossier, il faut se rendre sur le hub Entreprendre de la région Occitanie, créer un compte, choisir un référent qui sera un référent du réseau des développeurs. Réseau des développeurs, c'est les partenaires de la région qui accompagnent sur le terrain les entreprises, donc typiquement comme la CCI ou ADOC, et qui peut être votre interlocuteur pour tous les sujets que vous auriez dans le cadre de vos développements et des soutiens possibles au travers des financements publics. Et ensuite, un dossier qui se fait en ligne, choisir le prestataire pour pouvoir compléter le dossier. Vous avez l'ensemble des contacts qui sont disponibles sur le hub Entreprendre. Et ensuite, dès que le dossier est déposé, vous pouvez engager finalement l'accompagnement parce que les dépenses pourront être prises en compte à ce moment-là. Les contacts utiles à proximité, Julien Bourdon, qui est notre hôte aujourd'hui, que vous pouvez contacter pour pouvoir vous engager dans ce parcours, ou mon collègue Rémi Toulza, qui est également sur le territoire de l'Ariège. Et pour des questions un peu plus générales au niveau régional, je vous ai aussi indiqué les contacts au niveau de la région. Donc, Christophe Metanax pour l'État Alice Villepot, ou le programme GIFAS, ce n'est plus Jean-Luc Fenou, je le mettrai à jour, excusez-moi, c'est Guy Soulier maintenant, qui est également chez Airbus. Je te redonne la parole du coup, Julien. Ah, on ne t'entend pas. Oui, je disais merci Stéphane, merci Jean-Patrice et merci Lucette. On n'a pas de questions à développer. Je pense qu'on a bien pris le temps de développer les différents sujets présentés aujourd'hui. On a duré un petit peu plus que prévu, mais ce n'est pas grave, ça permettait de bien entrer dans le fond du sujet. Je vous remercie à tous pour votre présence aujourd'hui, votre participation.
Le webinaire va s'arrêter là. Il sera disponible en revisualisation sur le site de la CCI Occitanie et sa chaîne YouTube qui est dédiée à l'industrie du futur. Donc, vous y retrouverez également les autres webinaires qui ont pu être organisés jusqu'à présent sur ce sujet-là, mais aussi sur d'autres comme sur la sécurité ou le marketing ou le développement du numérique dans vos entreprises. Bien entendu, on reste tous à votre disposition si vous aviez des questions plus précises ou une volonté de donner suite à un projet d'entreprise qui pourrait s'intégrer dans ce programme-là. N'hésitez pas à nous contacter. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et donc à très bientôt. Merci à tous. Merci, au revoir. Ouais.